Le 15 de France a réussi son entrée dans le tournoi des 6 nations. Les Français ont surclassé le Pays de Galles cet après-midi à Cardiff, 36-3. Après une belle occasion gâchée par les Gallois, Galtier trouve un trou dans la défense adverse. C'est la 9e minute, relais de Dourte, puis encore Galtier et Ntamak. Finalement, le dribbling des Bleus s'achève par une pénalité pour hors-jeu. Ce sont les Gallois, maîtres du ballon en ce début de rencontre, qui ouvrent le score. Pénalité de Nate Jenkins, 46 mètres. L'ouvreur inscrit là son 942e point en match international. Le Pays de Galles mène 3-0. Malgré la sortie de Richard Dourte, souffrant d'une gastro-entérite et remplacé par David Venditti, les efforts défensifs français sont récompensés par ce drop de Christophe Lamaison. L'ouvreur bréviste inscrit ensuite 2 pénalités. À la mi-temps, la France mène 9-3. La deuxième période commence par un événement, le premier carton jaune de l'histoire du tournoi, exclusion temporaire de Scott Quinnell, le 3e ligne centre gallois, auteur de cette cravate sur Lamaison, qui a inscrit quelques minutes plus tard une nouvelle pénalité. La France mène alors 12-3. 55e minute, après une relance de Thomas Castagnède, relayé par ses avants, le nouvel arrière du 15 de France fait parler ses jambes et évite in extremis le péché de gourmandise en parvenant à servir Magne et s'est transformé 19-3, le break est fait. Dans la minute suivante, après une échappée de Lombard, Olivier Magne, encore lui, perce le rideau défensif gallois. Le 3e ligne montferrandais trouve Christophe Dominici qui sert Thomas Castagnède en bout de ligne. Essai du Castré transformé par Lamaison, 26-3 à l'heure de jeu. En fin de match, les Gallois sont submergés par la marée bleue. Emile Ntamak profite d'une mauvaise inspiration galloise. 3e essai tricolore, transformé une nouvelle fois par Lamaison, auteur de 21 points. Score final 36-3, 2 mois après la finale perdue de la Coupe du Monde, les Bleus ressortent victorieux du Millennium Stadium. On a vu tout le registre un peu qu'offre le rugby quand une équipe domine, et ça je crois que c'est important pour nous les joueurs, pour nous faire plaisir, et puis aussi pour le public, pour montrer un beau jeu. On a fini, on a bien fini, surtout parce qu'on n'a pas encaissé de points. On s'était mis un point d'honneur à la mi-temps de ne pas plus encaisser de points. Voilà, c'était fait, c'était bien. Prochain adversaire des Français, l'Angleterre dans 15 jours à Paris. Thomas Castagnède à l'arrière, c'était l'inconnu de ses premiers matchs du tournoi des 6 nations. Déjà essayé pendant la Coupe du Monde, le repositionnement du petit Mozart du rugby français s'est avéré positif contre les Gallois. Et on m'a annoncé sous les feux des chandelles de Nate Jenkins, et finalement il n'y a pas eu trop de coups de pied étant donné que nous avons pris l'avantage assez rapidement, et qu'après ils ont essayé de produire du jeu, et que pour moi ça a été un match assez facile où je me suis régalé. 4e minute, l'affrontement entre les deux packs est féroce. Castagnède récupère un ballon, petit coup de pied par-dessus. Les nostalgiques de Serge Blanco apprécient. Bien placé sur les trajectoires des coups de pied de Jenkins, qui a cependant peu utilisé les chandelles, Castagnède réalise une première période sobre. Bénéficiant du travail de sape effectué par le pack et la réussite de Christophe Lamaison, les tricolores élargissent le jeu en 2e mi-temps sur des ballons de récupération. 46e minute, Castagnède est stoppé illégalement par Charvis, mais cette cravate ne coupe pas les jambes de ce relanceur hors pair. Castagnède est en effet à l'origine du premier essai des Bleus, malgré un finish qui a dû faire frémir les puristes du 2 contre 1. J'avais dit à la conférence de presse jeudi, ce sera certainement le meilleur joueur du monde, parce que c'est pour moi déjà l'un des meilleurs arrières du monde. Je crois que sur 4 ou 5 ballons, il a commencé à montrer qu'il était dangereux, mais ça nous le savions déjà. Créateur, puis finisseur sur le 2e essai français, attaquant iconoclaste, Thomas Castagnède, pour sa 32e sélection et ce nouveau départ, a réussi l'examen de passage, et pourtant la chance n'a pas toujours été de son côté. L'exploit de l'Italie cet après-midi à Rome au stade Flaminio. Les Italiens ont battu l'Écosse 34-20. Les Transalpins ont bien réussi leur début dans le tournoi des 6 nations. La vedette incontestée de la rencontre a été le demi d'ouverture italo-argentin Diego Dominguez. À 33 ans, l'ouvreur du stade français a inscrit 29 des 34 points de son équipe. Dieguito, comme on le surnomme en Italie, a réalisé 6 pénalités et surtout passé 3 drops, dont celui-ci de plus de 40 mètres. Ajoutez à cela un essai du pilier Giampiero De Carli, coéquipier de Dominguez au stade français. Et l'Italie remporte une victoire triomphale et sans appel contre une équipe écossaise dépassée dans tous les compartiments du jeu. Et les 2 essais inscrits par Bullock en première période
et Martin Leslie, le troisième ligne, elle, en fin de rencontre, ne change rien. L'Écosse, vainqueur du dernier tournoi des 5 Nations l'an passé, a été tout simplement battue par une équipe plus forte qu'elle. Autre résultat de cette première journée du tournoi Destination, la victoire logique de l'Angleterre sur l'Irlande, 50-18, 6 essais marqués, 20 points pour Wilkinson. À 18. L'Angleterre assomme l'Irlande dans son jardin de Twickenham, 6 essais, 50 points à 18. Jamais le 15 du trèfle n'avait subi de telles défaites face aux Anglais. Ben Coy inaugure sa première sélection avec un essai. Austin Healey enfonce le clou avant la pause. L'Angleterre mène alors 25-3. En deuxième période, réaction d'orgueil des Irlandais. Brian O'Driscoll, bien décalé par seul, et marque l'un des 2 essais de son équipe. Mais Mike Tindall, pour qui c'était également la première sélection, par seul et marque. Score final 50-18. Thomas Castagnède à l'ouverture, en l'absence de la maison et de Penaud. Le 15 tricolore reçoit l'Angleterre au Stade de France cet après-midi. Un début de partie physique, mais les Bleus résistent en défense. Seulement voilà, les Anglais obtiennent 2 pénalités. Wilkinson une première fois, puis une deuxième, 6-0. Menés, les Français sont incapables de percer le rideau anglais. Et quand l'occasion se présente, les tricolores préfèrent botter en touche pour tenter l'essai plutôt que la pénalité. Une action qui ne donne rien. Mais la véritable réaction française arrive grâce à la vivacité de Christophe Dominici, qui parvient à transmettre à Thomas Lombard. Premier essai du match, erreur. L'arbitre, Monsieur Dickinson, estime qu'il y a un en avant et pourtant son assistant n'a rien signalé. Rien ne va pour les Bleus, Brouzet reçoit un carton jaune. Le 15 de la Rose obtient une nouvelle pénalité, Wilkinson pour un 9-0. Pas de jeu au pied côté français, le ballon glisse, les tricolores subissent à l'image de ce tampon de Wilkinson sur Ntamak, 9-0 pour les Anglais à la mi-temps. Début de deuxième période et le scénario s'inverse un instant. Dourt fait admirer son coup de pied, 2 pénalités et la France revient 9-6. Les Anglais imposent un faux rythme et poussent à la faute. Wilkinson et son numéro 10 propulsent encore 2 fois le ballon entre les poteaux. Alors, les tricolores s'en remettent encore à Dourt, 15-9, puis tentent ensuite de passer sur les ailes. Ibanez oublie Brouzet. Sur l'action suivante, un maul pénétrant, l'essai français Croaton refusé par l'arbitre. Sentiment amer, finalement la France s'incline, 15-9. Nous sommes déçus parce qu'il nous reste à travailler. On avait dit que l'Angleterre c'était la meilleure équipe du Nord. Elle a ce statut, il va falloir qu'elle le conserve. On va travailler pour pouvoir rivaliser avec eux la saison prochaine. Maintenant, le tournoi n'est pas perdu. Il nous reste encore à l'Écosse et recevoir 2 équipes ici, à nous de travailler, à nous de proposer autre chose qu'on a proposé l'après-midi. Mais on est tombé sur une très très bonne équipe d'Angleterre. Je crois que si je prenais la continuité après une défaite, ce serait quand même pas normal. Donc on va analyser le match tranquillement à froid, parce que souvent il y a des choses qui nous échappent. Mais je crois sincèrement qu'on a manqué à certains postes de rythme. Mais donc on va essayer de prendre peut-être des hommes plus en forme. Et encore une fois, soyons tolérants un petit peu. Je crois qu'on a été bouleversés. C'est vrai que le fait que Thomas Castagnède occupe le poste de numéro 10 a bouleversé beaucoup de choses. Mais ne nous cachons pas derrière des fausses idées. Je crois que la vérité, elle n'est pas là. Thomas Castagnède, numéro 10, cet après-midi au Stade de France. Un challenge de taille pour le castré arrière il y a 2 semaines face aux Gallois. Une tâche qui n'a pas été facilitée par le temps, des conditions de jeu difficiles et une partie en demi-teinte pour celui qui avait crevé l'écran lors de la première journée du tournoi. Thomas Castagnède, toujours aussi efficace en défense, ici à l'œuvre sur le talonneur Greening, mais qui a eu du mal à lancer sa ligne. Le ballon était glissant, le rideau anglais solide. Peut-être aurait-il dû utiliser un peu plus le jeu au pied. Mais là encore, Castagnède a alterné le bon et le moins bon. Pour preuve, cette chandelle en fin de match complètement ratée. Arrière génial face aux Gallois, le castré a montré cet après-midi un tout autre visage. Christophe Dominici n'en croit pas ses yeux. Monsieur Dickinson vient de refuser le premier essai des Bleus. On joue la 27e minute. Exploit de l'ailier du Stade français qui passe en revue toute la défense anglaise avant de trouver Thomas Lombard à l'intérieur. En avant, dit l'arbitre australien. Joie de courte durée pour Lombard. Monsieur Dickinson est formel. Oui, pour moi, il y a un léger en avant, c'est incontestable.
Un avis que semble en effet confirmer ces images. Au départ de l'action, Thomas Lombard est nettement en deçà de la ligne rouge. Après la passe de Christophe Dominici, le centre du 15 de France récupère le ballon devant cette ligne. Explication. Dans sa passe, Dominici avait envoyé le ballon vers la ligne de ballon mort adverse. Voilà, la passe doit se faire en arrière. Dès lors qu'elle se fait vers la ligne de ballon mort adverse, elle se fait en avant. Justification plus ou moins acceptée au sein de l'équipe de France. Pour son entraîneur en tout cas, pas question de protester. Autant la victoire des Anglais méritée, ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a que les Français qui vont 2 fois derrière la ligne et on a 2 essais refusés, mais qui n'y sont certainement pas. Je crois qu'il ne faut rien dire après l'arbitrage aujourd'hui. Reste que l'arbitre australien était au centre de toutes les polémiques hier après-midi. En fin de match, il refuse un nouvel essai au bleu sur ce regroupement qui s'écroule dans l'en-but. Une décision moins litigieuse toutefois aux yeux des Français. Je crois que sur cette action, on peut essayer d'emporter la décision sur un mouvement collectif de solidarité, mais je pense sincèrement que l'essai doit être refusé parce qu'il y a un Anglais qui arrive à bien jouer le coup, à se mettre entre nous et le sol. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de décision litigieuse. Histoire de marquer le match de son empreinte, Monsieur Dickinson a eu aussi la main lourde. 4 cartons jaunes au total. Dickinson, un nom que Français et Anglais ne sont pas près d'oublier. Outre la défaite de la France 15-9 contre l'Angleterre au Stade de France, hier à Cardiff, l'Italie n'a pas confirmé ses bons débuts dans le tournoi. Le 15 italien s'incline lourdement 47-16 face à des Gallois très remontés. Des Gallois qui s'imposent grâce à 4 essais, mais aussi à leur buteur Neil Jenkins, auteur de 27 points. Dans le dernier match, l'Irlande a obtenu hier sur la pelouse de London Road sa première victoire dans le tournoi face à l'Écosse 44-22. Un stade chante de la sorte, il faut s'attendre au pire. C'est tout le peuple gallois derrière son équipe en quête de rachat, après la défaite 15 jours plus tôt contre la France. Ils savent, les Italiens, que le terrain est miné, et quand la vague rouge se met à balayer leurs dernières ambitions, ils ne peuvent que subir les accélérations dévastatrices de ces morts de faim de Gallois. Jenkins a déjà inscrit 5 pénalités. Sur cette prise de balle de Wyatt, les frères Quinnell se chargent de la démonstration de force. Essai de Scott Quinnell, le premier du match. Euphorique les rouges, le coup de grâce juste avant la mi-temps. Taylor offre à Shane Williams son premier essai dans le tournoi. Le stade est debout. Galles 30, Italie 9. Pour sauver l'honneur, les Italiens choisissent la voie des airs. Prise de balle de Gritti, de retour au sol, le 3e ligne Visser trouve la brèche et file en terre promise. Un essai italien, mais déjà 40 points dans la musette. Et ça ne va pas s'arranger en fin de match avec cette nouvelle attaque. Percée de Scott Quinnell pour Batman mise au sol. Ça repart. Howley, Jenkins, Taylor et Chenoweth sur un boulevard. Galles 47, Italie 16. Un score lourd mais logique. Fabien Pelouse, capitaine courageux d'un 15 de France victorieux de l'Écosse à Murrayfield. Les Français entament parfaitement cette 3e rencontre du tournoi des 6 nations. Les France mènent 7-0 à Murrayfield. La suite de cette première mi-temps se résume au travail des buteurs. Le demi d'ouverture de Montferrand, Gérald Mercion, est en réussite. Les Bleus mènent 10-3. Mais à 2 minutes de la pause, les Écossais obtiennent une pénalité consécutive à une faute d'Eminem Tamak expulsé pour 10 minutes. Grâce à la botte du grand espoir du rugby écossais, Chris Patterson, qui prend ses responsabilités, les Britanniques reviennent au score. Les joueurs de Bernard Laporte regagnent les vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage, 10-6. On m'empêche surtout par la discipline à notre jeu, discipline par rapport à la règle. On joue à 13, ça va être difficile pendant 7 ou 8 minutes. Il va falloir s'accrocher pour pouvoir repartir de l'avant. Dès le retour sur la pelouse, les Écossais profitent de leur supériorité numérique acquise en fin de première mi-temps. Succès sur une formation écossaise qui s'incline pour la 3e fois dans le tournoi. Olivier Magne est bien l'un des meilleurs 3e lignels du monde. Le Montferrandais l'a encore prouvé cet après-midi face à l'Écosse. Magne omniprésent en défense tout au long de la partie, à l'image de ce plaquage décisif sur l'ailier Glenn Metcalfe à quelques mètres de l'embut français. Décisif, il l'aura surtout été en fin de rencontre. Qui se libère, moi j'aime ça, c'est vrai que j'aime bien courir dans les espaces, mais bon, c'est le jeu, le rugby aujourd'hui est fait ainsi. Il y a 15 jours c'était un jeu un peu plus resserré, aujourd'hui c'est un peu plus ouvert. Bon, tant mieux pour la victoire aujourd'hui, c'est sympa pour tout le monde. L'Angleterre, leader et seule équipe invaincue du tournoi des 6 nations, reçoit le Pays de Galles à Twickenham. L'an passé, les Diables Rouges avaient privé de grand chelem le 15 de la Rose.
La première période est une affaire de coups de pied, 3 pénalités et un drop de Nell Jenkins apporte 12 points aux Gallois. Côté anglais, Johnny Wilkinson montre aussi ses qualités de buteur. Auteur de 14 points, il remplit parfaitement son contrat. Mais à 9 partout, à la demi-heure de jeu, c'est Phil Greening qui débloque la situation. Lancé par Ben Cohen, il va inscrire le seul essai de cette mi-temps, 19-12 pour l'Angleterre. En deuxième période, les hommes de Sa Majesté accentuent leur pression. Nelbach est en bout de ligne pour marquer son 13e essai en sélection. Puis c'est en solitaire que Richard Hill donne une avance confortable aux Anglais. À la 62e minute, il mène 34-12. En fin de match, Laurence Dallaglio en force continue la démonstration. Ben Cohen marque même un 5e essai, synonyme de correction. Les Gallois n'ont inscrit aucun point dans cette période. Ils s'inclinent 46-12 face à des Anglais qui signent leur 3e succès en 3 rencontres. Après leur large victoire face à l'Écosse il y a 2 semaines, les Irlandais devaient confirmer cet après-midi face aux Italiens. Contrat rempli pour les hommes de Kiswood. Le talonneur et capitaine qui va d'ailleurs s'illustrer dès le début de la rencontre en marquant le premier essai. On pouvait s'attendre à un match équilibré. C'est en fait une véritable correction qu'ont reçu les Transalpins à Losdon Road. Les essais se succèdent. Ici, c'est l'ailier Shane Horgan qui franchit la ligne. Les pauvres Italiens complètement dépassés n'aplatiront qu'une seule fois dans l'embut adverse. Les Irlandais, eux, marqueront à 6 reprises par Gervon Dempsey notamment. Score final 60-13. L'Irlande, prochain adversaire des Français, revit. Les Bleus sont prévenus. Le récapitulatif de la 3e journée, vous l'avez vu, l'équipe de France, même remaniée, est allée battre les Écossais sur leur terrain 28-16. L'Angleterre, de plus en plus favorite, bat le Pays de Galles et gros score réussi par l'Irlande contre l'Italie 60-13. Un résultat qui permet à l'Irlande de talonner la France au classement. En effet, derrière l'Angleterre, seule en tête avec 6 points. La France reste 2e devant l'Irlande, mais au goal average, seulement 2 points séparés. L'Angleterre continue sa route vers le Grand Chelem. Les Anglais ont signé cet après-midi leur 4e victoire dans le tournoi des 6 nations en dominant au stade Flaminio de Rome l'Italie. Des Italiens très nerveux d'entrée de match. Résultat, les fautes se multiplient et Johnny Wilkinson se régale avec 2 pénalités réussies. L'Angleterre mène 6-0 après 6 minutes de jeu. Mais réaction immédiate de la squadra Azzurra, la première incursion dans les 22 mètres anglais fait mouche. Un mouvement tout en percussion, les maillots blancs reculent et s'inclinent sur un dernier effort de Nicola Zisti. Dans une ambiance de feu, le premier essai du match est donc l'œuvre des Italiens. La transformation de Diego Dominguez leur permet de mener à la surprise générale 7-6. Vexé, l'Angleterre repart au charbon et va profiter des supériorités numériques offertes par l'Italie, trop nerveuse et sanctionnée par 2 expulsions temporaires pour reprendre l'ascendant. Le premier essai de l'équipe de la Rose, d'ailleurs un essai de pénalité après cette manchette sur Illy. Puis dans la foulée, après un drop de Bach, Dawson se joue d'une défense italienne trop figée pour donner à la pause un avantage conséquent à l'Angleterre, 23-7. La seconde période est une balade anglaise orchestrée par Austin Healey, auteur de 3 essais consécutifs dans le premier quart d'heure. Le plus beau sur cet exploit personnel qui se laisse déguster tout seul. Après un nouvel essai anglais signé Cohen, portant le score à 45-7, les Italiens relèvent enfin la tête grâce au Narbonnais Stoica qui conclut dans le coin ce beau mouvement. Le dernier mot revient à l'Angleterre avec 2 essais de Cohen à nouveau, puis Dawson qui parachève un succès sévère mais logique, 59-12. Dernier défi pour les Anglais avant le Grand Chelem dans 2 semaines en Écosse. Brian O'Driscoll a fait plier les Bleus au Stade de France. L'Irlandais a inscrit les 3 essais pour son pays qui l'emporte 27-25. Une victoire historique qui permet aux Verts de s'emparer de la 2e place du tournoi des 6 nations. Pourtant sur une toute nouvelle pelouse, les tricolores sont tout près d'ouvrir la marque dès la première minute. Mais Boris se voit refuser son premier essai en sélection pour un en avant. Ces 20 premières minutes de jeu sont tout de même à l'avantage des Bleus avec 2 coups de pied de Merceron. Le score est de 6-0 jusqu'à la 23e et cet essai du 3/4 centre O'Driscoll transformé par O'Gara, 7-6 pour l'Irlande. Et la France ne tarde pas à reprendre la tête par son demi de mêlée Losuk, un essai opportuniste suivi d'un coup de pied victorieux de Merceron. À la pause, les Bleus mènent 13-7. Dès la reprise, Merceron et ses talents de buteur portent le score à 19-7. Mais le fighting spirit, l'engagement irlandais permet aux Verts de revenir tout d'abord à 5 points. Deuxième essai entre les poteaux pour le jeune O'Driscoll à tout juste 21 ans. Le joueur de Leinster entre même dans l'histoire du 15 du trèfle. À 6 minutes de la fin, il inscrit ce hat-trick. L'Irlande est à 1 point et à 2 minutes de la fin, Humphrey donne la victoire aux Verts 27-25. Un succès pour la première fois en France depuis 20 ans. Je crois que
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs joueurs français qui sont sur le terrain. Donc il faut quand même se poser de véritables questions, sans incriminer qui que ce soit. Mais avançons, arrêtons de se regarder le nombril, arrêtons d'essayer, par intérêt particulier, de trouver chacun sa formule. Je crois que l'intérêt supérieur, il est là aujourd'hui. Une équipe de France qui ne gagne pas, c'est un rugby c'est un sport qui meurt. Donc on ne peut pas le supporter. Pour tenter d'expliquer la défaite du 15 de France, voici les statistiques du match. Des chiffres à l'avantage de l'équipe de Bernard Laporte. Une meilleure occupation du terrain que les Irlandais, plus de ballons à jouer, 47 contre 40. Et un temps de possession de balle plus important, 17 minutes contre 15. À cela, il faut ajouter le nombre très élevé de plaquages manqués côté irlandais, 43. Le constat est donc simple, les Bleus ont été en position de force durant toute la rencontre, mais ont très mal utilisé les ballons qu'ils avaient à jouer. Résultat, un essai pour les Français, 3 pour les Irlandais. Laborieux, les Bleus qui jouaient en blanc aujourd'hui. La France a battu en effet difficilement l'Italie au Stade de France, 42-31 pour son dernier match du tournoi des 6 nations. Et la dernière de Diego Dominguez commence bien. L'Italien répond par un drop à Richard Dourte pour l'égalisation, 3 partout après un quart d'heure de jeu. Les Français, trop approximatifs, connaissent alors une longue baisse de régime. Défense tricolore absente dans l'axe. Luca Martin, le béglé de la squadra azzurra, trouve un espace et efface Castagnède pour aplatir entre les poteaux. Et s'est transformé 10-3 pour l'Italie. Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 de France, soucieux, il doit attendre la 25e minute pour voir une réaction de son équipe. Alain Penaud vient à hauteur, percé plein champ de Levoire toulousain sur 30 mètres et s'est transformé par Dourte 10 partout. 3 minutes plus tard, les Italiens persistent dans l'axe d'enchaînement en pilonnage. Les Azzurri approchent la ligne de but française et Alessandro Troncone, le capitaine, conclut au ras du regroupement 17-10. À la demi-heure de jeu, Richard Dourte réduit l'écart par une pénalité, 17-13. Les Italiens jouent alors à 14 après un carton jaune. David Bory emballe le match sur une touche jouée rapidement. Ntamak poursuit et tape à suivre. Thomas Castagnède fait parler ses jambes pour le deuxième essai des Français. Le troisième du Castré dans le tournoi. Essai validé, même si Castagnède a, semble-t-il, aplati derrière la ligne de ballon mort. 20-17 en faveur de la France. C'est le score au repos. La première mi-temps a été un petit peu difficile, c'est vrai qu'on s'est fait chahuter dans l'axe et qu'on a eu quelques problèmes défensifs. Non, je pense que c'est vrai qu'avant le match, tout le monde était plus ou moins tourné vers le jeu et dans ces conditions-là, on a tendance à en oublier les fondamentaux que sont la défense normalement. À la reprise, le travail des avants français est appliqué dans l'axe et Fabien Pelouse, en capitaine exemplaire, accroît l'avance des siens 27-17 à la 44e minute. L'Italie encaisse 3 points supplémentaires et perd Cristofoletto, expulsé pour un deuxième carton jaune et un reking appuyé sur Benazi. L'Agenais, entré en début de deuxième mi-temps, marque ensuite un essai rageur après une chistera de Weber, 35-17. Il reste alors 20 minutes à jouer. La France ajoute un essai par Alain Penaud, mais l'Italie profite des fautes tricolores pour ajouter 2 essais. Le dernier signé Alessandro Troncone, score final 42-31. Dans l'ensemble, je crois que les 25 minutes en début de deuxième mi-temps m'ont quand même énormément rassuré. Je crois que la fin de match est typique de ce tournoi, c'est-à-dire qu'on a été fragile, on a manqué de cohésion, on a manqué de cohérence, dû certainement à un manque de travail à la continuité. 3 victoires, 2 défaites dans ce tournoi 2000. Le 15 de France met fin à une série de 5 revers au Stade de France et disputera son prochain match en Roumanie le 28 mai. La dernière de Diego Dominguez, le demi d'ouverture italo-argentin joué aujourd'hui au Stade de France avec l'Italie, son dernier match international. Un millier de supporters, canotiers sur la tête, ont salué l'artiste aux 61 sélections. À bientôt 34 ans, Diego sort de la scène internationale et va laisser un grand vide dans l'équipe italienne. Principal animateur du jeu, attaquant, défenseur, il est décisif. Sur cette percée de Castagnède, une cuillère du bout des doigts, l'arrière tricolore est stoppé dans son élan. Buteur inspiré sur ce drop des 30 mètres qui donne l'égalisation à son équipe. Son 811e point dans un match international. Tous les ballons passent par lui et forcément, il n'est pas à l'abri de quelques erreurs. Sur ce coup de pied, il trouve une touche directe. Un geste rare chez un joueur d'exception, mais Diego Dominguez n'échappe pas à la pression de cette dernière rencontre, jouée sous les yeux de sa femme et de son fils. Toujours prêt à orienter le jeu, il est à l'origine de l'un des essais italiens. Un dernier coup de pied victorieux et le rideau tombe sur la carrière internationale de Diego Dominguez.
Brian O'Driscoll et l'Irlande battus à domicile par le Pays de Galles. Pas de samedi historique pour les Irlandais qui pouvaient réussir cet après-midi la passe de 4 dans le tournoi. 4 victoires consécutives, tout un peuple attendait cela depuis 52 ans. Peine perdue, et pourtant à London's Road, les Verts réussissent leur entame. 2 pénalités coup sur coup du buteur Ronan O'Gara, et l'Irlande mène 6-0 après 11 minutes de jeu. Les Gallois réagissent en force, penalty touche à 5 mètres de long but pour un groupé pénétrant payant, et c'est accordé au 3e ligne Nathan Budget, et c'est transformé. Le 15 du Poireau prend l'avantage 7-6 puis 10-6 à la mi-temps grâce à cette pénalité de Stephen Jones, remplaçant de Nel Jenkins, blessé et laissé sur le banc. Au retour des vestiaires, les Irlandais sont toujours malmenés. 47e minute, démonstration galloise sur cette touche. Jones est au départ de l'action, Batman en pivot attend le soutien, Jarvis passe les bras. Jones a redoublé et prend l'intervalle. À 22 ans, le jeune ouvreur de Claneckley aplatit et transforme. Le Pays de Galles mène 17-6. La révolte irlandaise ne se fait pas attendre. 3 points sur pénalité, puis un essai de Shane Horgan qui vient conclure en force une longue séquence. Et c'est transformé par O'Gara qui réussit une nouvelle pénalité. Il reste 15 minutes à jouer et les Irlandais reprennent l'avantage 19-17. Un dernier quart d'heure à suspense. Nel Jenkins, le sauveur, est rentré côté gallois. Le meilleur buteur du monde réussit 2 pénalités et offre au Pays de Galles sa 3e victoire dans le tournoi. L'Irlande s'incline à domicile 23-19 malgré cette dernière charge sans succès du pack irlandais. Voilà, je vous rappelle brièvement le classement du tournoi Destination version 2000. Premier Angleterre, 8 points. Deuxième France avec 6 points. Troisième Irlande. Quatrième Pays de Galles. Cinquième Écosse qui évite, comme le disait Pierre, la cuillère de bois. Et sixième Italie. Une image encore pour vous dire que l'équipe d'Écosse a reçu tout à l'heure la Calcutta Cup des mains de la princesse Anne que nous allons découvrir. Vous n'oubliez surtout pas les prochains rendez-vous. Période est heurtée, question d'honneur dans cette Calcutta Cup. Beaucoup de fautes qui profitent aux Écossais. À la reprise, la pluie s'abat sur Murrayfield. Histoire d'eau, réponse au pied. Duncan Hodge réussit une nouvelle pénalité. Wilkinson n'y changera rien. Score final 19-13. C'est fantastique. Nous savions qu'il suffisait de se jeter sur tous les ballons pour gagner. C'est extraordinaire. Aujourd'hui,